Alors, est-ce que vous avez voyagé pendant cette première escale du passé ou est-ce que vous avez plutôt l'impression de vous être perdu dans des limbes un peu sombres? En tout cas, aujourd'hui, on va revenir dans cet épisode sur la première semaine dans la Villa des Cœurs Brisés, avec ce que Lucie Mariotti, la love coach, a appelé l'escale du passé, la première étape du voyage émotionnel. Et dans cette escale du passé, il y a eu la fameuse table ronde où tous les candidats et candidates présentent leurs problématiques. Il y a eu aussi des premiers ateliers avec Lucie et des premiers rapprochements. Donc on va y venir dans cette vidéo tout de suite. Je m'appelle Juliette et bienvenue dans Désillusions d'amour, la chaîne YouTube qui prend un peu trop au sérieux les relations amoureuses de la télé-réalité. Pour commencer, on va revenir sur la table ronde, ce moment donc où les cœurs brisés présentent leurs problématiques à Lucie, qui leur pose quelques questions, essaye de cerner un petit peu le problème et pose déjà des bases peut-être du travail qu'elle va faire avec eux sur cette problématique-là. Donc ils passent les uns après les autres, présentent leurs problématiques, donnent un peu de contexte, racontent leur passé et Lucie réagit. Des candidats et des candidates qu'on connaît dans d'autres émissions se livrent et racontent une part de leur intimité assez importante souvent. Et donc c'est toujours un moment, fort en émotion et cette année, ça a été le cas aussi. Alors à différents degrés selon les personnes et les problématiques et les histoires, cette, table ronde commence avec, Maëva qui présente sa problématique, «Mon passé me rend toxique» et qui explique un petit peu qu'elle a eu une enfance assez agitée, une séparation de ses parents compliquée, où elle a été tiraillée entre les 2, où elle était toujours en hypervigilance. C'était très compliqué et où un jour, en fait, sa mère, l'a mise à la porte et elle s'est retrouvée, un peu abandonnée et que donc elle a ce sentiment d'abandon qui la poursuit toujours et qu'elle a, en fait, des soucis d'attachement, si on peut dire ça comme ça, qui fait que dans les relations, elle va, pas du tout avoir des attachements sécures et elle va avoir tendance à s'investir tellement qu'elle rend les autres fous. Elle est stimulée aussi par le conflit, ce qu'elle explique et donc il y a beaucoup à faire. Maëva, je rappelle qu'elle est célibataire depuis très peu de temps, elle vient de se séparer de son ancien copain et on sait qu'ils vont finir l'aventure ensemble, donc bon, il y a un peu de on se demande où ça va aller, mais je dois avouer que son histoire est quand même extrêmement touchante, donc même si elle était peut-être vraiment en couple et elle est venue que pour l'émission, je trouve ça quand même chouette qu'elle se livre, qu'elle raconte son histoire. Et surtout, j'ai beaucoup aimé la posture de Lucie qui l'écoute, qui, lui a rappelé à plusieurs reprises parce que elle porte beaucoup la responsabilité de son histoire et Lucie lui a dit: «Mais tu étais une enfant, mais c'était pas à toi de prendre cette décision-là» et elle dit aussi: «Ah, ta mère, elle a fait ce qu'elle a pu à ce moment-là aussi. Moi, je suis pas là pour, blâmer ta mère». Donc je trouve que globalement, la manière dont elle a interagi avec Maëva sur, ce moment-là, j'ai trouvé ça vraiment très bien, très touchant, très, correct. Enfin, j'étais assez, j'ai hâte de voir ce qu'elle va lui proposer. Suite à ça, Mélanie a fait une sorte de petite, crise de panique. Elle a dû quitter la table, elle se sentait pas bien, elle avait peur de raconter son histoire, elle avait peur d'être jugée, ce qui va être un peu quelque chose qui va revenir souvent avec Mélanie dans toute cette semaine-là. Elle a peur de se mettre à nu, elle a peur d'être ridicule, elle a peur que les gens la jugent. Finalement, la production lui dit: «Non mais vas-y reviens, tu vas faire tout de suite comme ça tu te sentiras mieux». Donc elle explique qu'elle sait pas qui elle est, que, elle a l'impression d'avoir raté sa vie. À 30 ans, elle a pas d'appart, elle vit chez sa mère. Elle a beaucoup perdu parce qu'elle, elle a souvent payé ses relations. Enfin en tout cas, elle a choisi des personnes qui s'intéressaient à elle parce que c'était une fille de la fête, une fille de la nuit, une fille de la télé et qu'aujourd'hui elle se sent perdue quoi. Elle ne sait plus faire confiance, elle ne sait plus qui elle est et elle a vraiment une très, très faible estime d'elle-même, donc il faudra, travailler là-dessus. Ensuite, il y a Gian Marco qui explique, donc sa problématique que la célébrité l'empêche de trouver l'amour. Alors Lucie lui dit: «Mais tu es célèbre?» Il dit: «Oui, oui, en Espagne et en Italie, je suis célèbre et au Mexique aussi apparemment». Donc bon, je pense que c'était la question que tout le monde se posait en se disant: «Mais on ne l'a jamais vu, d'où la célébrité l'empêche de trouver l'amour?» Et elle lui fait un peu expliquer, puis elle essaye déjà un peu de dire: «Ah mais tiens, il y a des similitudes avec Mélanie, vous devriez discuter, vous avez une bonne énergie et tout». Déjà, elle est en mode matchmaker, hein, Lucie. Elle est là pour, les cœurs brisés, mais elle est aussi là pour les couples. Elle perd pas le nord. Et puis du coup, cette problématique de Gianmarco, elle permet un peu à tous de s'exprimer sur est-ce que c'est vrai que, d'être, quelqu'un qui a fait de la télé-réalité, ça vient, influencer les relations amoureuses qu'on va avoir ensuite? Et donc ils disent que, ben, globalement oui, mais que c'est quand même plus difficile pour les filles que pour les hommes. Et là, Maïsane fait une remarque, elle dit: «Ben, ça dépend aussi de ce que vous montrez de vous à la télé» et Lisa Marie le prend très personnellement. Maïsane dira ensuite que c'était pas personnel après.
Bon, je pense que Lisa Marie, elle sait, elle connaît le passif des remarques de Maïsan sur elle, donc je pense qu'elle a pas réagi, sans raison et puis pour elle, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'elle était déjà elle savait qu'elle allait raconter son histoire assez forte émotionnellement et le fait que dans ce moment de vulnérabilité, Maïsan lance cette pique-là sans forcément penser à mal, mais quand même un peu, ça a été un peu trop pour elle. Donc ensuite, elle est revenue, pareil, enfin, donc on a deuxième personne qui quitte la table parce que c'était trop, puis qui revient et ce que j'ai bien aimé, n'empêche, c'est qu'elle a tout de suite dit à Maïsan: «Écoute Maïsan, c'est ta remarque qui m'a pas plu» et elles ont tout de suite éclairci la situation. Elle lui a dit: «J'ai trouvé ça blessant que tu dises que c'était à cause de mon comportement, peut-être que enfin voilà, que tu insinues des choses qui ne m'ont pas plu parce que tu ne connais pas mon histoire. Justement, je vais la raconter, tu comprendras peut-être un peu mieux». Et Maïsan dit: «Ben, je suis désolée, je voulais pas te blesser et c'était pas que pour toi, vraiment, ne le prends pas comme ça». Mais n'empêche, c'est vrai que Maïsan, parfois, elle ferait mieux de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Bref, on en arrive à Lisa Marie, qui avait comme problématique: «Je sabote intentionnellement mes relations» et qui raconte son histoire où elle dit que, ben, pareil, elle a eu une enfance où elle a été un peu déchirée entre son père et sa mère qui se sont séparés, qui l'ont eue très jeune. Elle le dit à demi-mot, mais qu'elle a vécu, des abus très jeune. Elle est restée assez vague et on peut le comprendre, mais qu'en tout cas, elle a eu une enfance très difficile. Elle a vécu vraiment des traumatismes et que, au moment où elle a souhaité en parler, on lui a tourné le dos. Sa famille lui a tourné le dos, ceux qui devaient, prendre soin d'elle ne l'ont pas fait et que donc ça a été très, très difficile pour elle et là, Lucie dit quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup dérangée et qui représente un petit peu, on va dire 50 des reproches que je fais à Lucie. C'est qu'elle lui a dit: «Lisa Marie, est-ce que tu es une vieille âme qui a choisi une vie d'épreuve?» Et Lisa Marie répond, une réponse que je trouve assez juste: «C'est comme ça que je me rassure». Parce que, oui, elle a subi des traumatismes, elle a été victime d'inceste, elle a été victime de d'abus dans son enfance, de choses qui sont systémiques, qui n'existent pas que chez elle malheureusement, mais qui existent dans beaucoup de familles. C'est un enfant sur 25 à partir de l'âge de 9-10 ans qui rencontre ce genre de situation. C'est pas exceptionnel, c'est quelque chose de systémique, de social, dont il faut, prendre l'ampleur du problème. Le fait que, Lucie dans un cadre de télé, elle est pas dans un cabinet seule avec Lisa Marie, elle est dans un cadre où beaucoup de personnes vont voir ce témoignage-là, le formule un petit avec des termes new age de: «Tu es une vieille âme qui a choisi une vie d'épreuve», comme si elle avait sa part de responsabilité dans la situation, je trouve ça très dérangeant. Lisa Marie, elle dit: «Je me rassure comme ça», parce qu'elle sait que c'est difficile et qu'elle a besoin de mettre un peu de sens à sa souffrance. Mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité et si ça peut aider Lisa Marie, pourquoi pas, mais il faut dire les termes. On peut pas déformer des réalités sociales, des réalités systémiques en des parcours de vie, des parcours d'âme, des destins karmiques ou je ne sais quoi. On peut pas faire ça. On peut pas opposer, des croyances qui appartiennent à Lucie. Si elle veut croire à la réincarnation, c'est son choix, c'est pas ça que je critique, à des réalités statistiques même, je pourrais dire et c'est une des choses que je reproche à Lucie. Je trouve pas critiquable tout ce qu'elle fait. Je trouve que parfois, et j'y reviendrai plus tard dans cet épisode, elle apporte des choses, elle apporte des exercices bénéfiques aux personnes qui viennent. Mais parfois, elle a des discours qui sont extrêmement néfastes et notamment là, cette intervention-là par rapport à l'histoire de Lisa Marie, je l'ai trouvée extrêmement déplacée dans un cadre télévisé. Si Lisa Marie avait choisi d'aller voir une coach en réincarnation et qu'elle lui tenait ce discours-là, on va dire, d'une certaine manière, ça me regarde même pas. Elle se dit ce qu'elle veut, même si je trouve ça un petit peu dangereux, ce genre de croyances, parce qu'elles ne sont absolument pas basées scientifiquement et qu'elles peuvent venir dans des oreilles de personnes qui ont besoin de réels soins et de réelles prises en charge globales. Mais bon, là, on est dans un cadre télévisé où il y a sûrement des personnes qui ont vécu la même chose que Lisa Marie, qui vont entendre les mots de Lucie et qui vont pas pouvoir mettre les bons mots, la bonne réalité sur ce que c'est en fait. C'est pas, t'es pas une vieille âme qui a choisi une vie d'épreuve, c'est pas toi la responsable de la situation ou le responsable de la situation. Et il y a des anthropologues qui ont fait des livres dessus, notamment Dorothée Ducy. Elle a fait un travail de recherche anthropologique fouillé et appuyé et étayé que je vous recommande et qui n'a rien à voir avec un choix d'âme de réincarnation. Après, elle va expliquer que l'hypersexualisation, souvent, ça va être un moyen de réappropriation de son corps pour des personnes qui ont subi la même chose que Lisa Marie. Lisa Marie, elle en a marre aussi d'être dans ce schéma-là et qu'elle voudrait le dépasser et que c'est pour ça qu'elle vient dans la Villa des Cœurs Brisés. J'ai hâte, encore une fois, de voir ce que Lucie va faire avec elle. J'espère que ça ne sera pas trop
en termes new age, mais qu'il y aura aussi un petit peu d'écoute, d'accompagnement. Mais globalement, Lucie, je trouve que ce qui est pour l'écoute, elle sait très bien faire. Elle a une bonne posture d'écoute, elle sait bien poser les bonnes questions aussi, mais dans ses interprétations, je diverge complètement de ce qu'elle dit puisqu'elle elle va souvent partir sur un terrain assez, ésotérique, là où, moi j'ai plus une manière de voir les choses, sociale, on va dire. Les problèmes qui t'arrivent même personnellement s'inscrivent souvent dans une réalité qui te dépasse. Ensuite, c'est à Gabriel, donc qui était déjà là l'année passée avec la même problématique, de présenter sa problématique. Et il dit que l'année dernière, il n'était pas dans le bon état d'esprit et qu'entre-temps, il a perdu quelqu'un qu'il aimait, donc il a envie de revenir. Lucie lui dit que le fait qu'il se soit mis en couple tout de suite avec Cynthia, l'année passée, ça n'avait pas vraiment aidé, sa problématique, ça n'avait pas vraiment, permis en fait de laisser l'espace pour qu'il puisse vraiment travailler sur sa problématique. Donc à voir comment ça va se passer cette année. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Maïsan qui dit faudrait dire les bons termes parce que Gabriel, il est pas toxique, il est juste un énorme chacal et c'est un peu ma position aussi, donc bon, j'attends de voir. Lucie, elle lui a dit quand même: «Gabriel, est-ce que tu prends conscience que la toxicité, ce n'est pas chouette?» Et j'ai trouvé ça à la fois un peu infantilisant qu'elle lui parle en ces termes-là, mais je pense pas que c'était forcément voulu. Un peu simpliste aussi, quoi. Enfin, le mec, il a quand même fait souffrir pas mal de femmes et elle a déjà bossé avec lui l'an passé pour lui faire comprendre et il continue, il continue. Donc bon, franchement, j'espère que à la première connerie, elle va lui mettre un bracelet noir et qu'il dégage, quoi. Parce que j'ai pas envie qu'il nous pourrisse encore la saison. Mais bref, pour le moment, il a rien fait de mal, donc on va lui accorder le bénéfice du doute. Et puis Lucie lui montre une petite vidéo de Marois, donc qui va revenir aussi, qui était déjà là l'année dernière, qui était très amie avec Gabriel l'année dernière au point de le couvrir pour ses mensonges. Et là, apparemment, ils sont en grand froid, où elle lui fait un message où elle lui dit: «J'espère que tu vas changer parce que tu es aussi toxique en amitié». Donc bon, on en saura un peu plus après. On passe ensuite à Clarisse. Clarisse, elle, sa problématique, c'est qu'elle accepte tout par amour. Et Lucie lui dit: «Mais qu'est-ce que, jusqu'où tu as accepté tout?» Et elle dit qu'elle a accepté la violence, donc ben, elle a connu des violences dans son couple. Et là, Lucie, encore une fois, dit: «Oui, les femmes et les hommes qui vivent des violences». Et Lucie, c'est exactement ce que la deuxième chose que je lui reproche. Aujourd'hui, je mets carte sur table sur comment je me sens par rapport à Lucie, comme ça après c'est clair au moins. Donc 50 c'est ces propos new age, qui parfois masquent des réalités et 50 c'est, ces propos de symétrisation et je vais vous remettre, un lien, en barre d'infos sur un article que j'ai écrit à ce sujet-là, sur le fait qu'elle mette systématiquement les femmes et les hommes dans un truc symétrique, en ignorant totalement les dynamiques de société qu'il y a derrière et que bien sûr qu'il existe parfois des hommes victimes de violences de la part de leur partenaire. Il faut entendre leur discours bien sûr, mais que là, quand tu es dans ce contexte-là, télévisé, face à beaucoup de personnes qui peuvent regarder, il est bon de rappeler aussi que 9 personnes sur 10 victimes de violences conjugales sont des femmes. Voilà, il y a juste chaque chose à sa place et je lui reproche un peu de parfois être aveugle en fait aux réalités sociales. Donc voilà, ceci étant dit, Clarisse nous raconte un peu plus son histoire, que ben elle a le modèle de couple idéal de ses parents et que du coup, pour elle, il faut que ça soit aussi bien, il faut que dès qu'elle rencontre quelqu'un, ça soit aussi fort que ce que sa mère a vécu. Elle a un peu des attentes irréalisables d'une certaine manière, qui lui mettent aussi beaucoup de pression. Elle prend parfois pas forcément les bonnes décisions et elle accepte aussi des choses en se disant il faut que je le fasse pour mon couple, pour moi aussi avoir une belle histoire, alors que c'est plus des red flags qu'elle n'arrive pas forcément à repérer. Elle prend exemple de son histoire avec Giovanni, puisqu'il est aussi là et que c'est son ex. Elle raconte qu'avec Giovanni, elle se sentait délaissée par lui, qu'il passait beaucoup de temps, enfin, elle venait le voir chez lui et que lui, il bossait toute la journée. Après, il faisait plusieurs heures de sport et qu'elle, elle se sentait un petit peu délaissée. Elle a accepté ça, même si elle se sentait mal, parce qu'elle avait l'impression que c'était ce qu'il fallait faire, quoi. Et bon, Giovanni, lui, il a tout de suite été hyper piqué par sa remarque. Ensuite, du coup, on a fait la transition avec Giovanni, qui lui a raconté sa problématique, qui est qu'il a trop de critères, en gros. Donc, il fait la liste de ses critères, et c'est vrai qu'il y en a trop. Clairement, il y en a trop. Après, il a le passé un peu de le passif de ça, c'est que comme Clarisse, il a une famille fusionnelle, un couple de parents, enfin, qui sont un modèle pour lui, et que il veut ça, c'est son objectif, et que du coup, il a l'impression que, enfin, il lui faut une fille qui ait les épaules pour pouvoir faire ça avec lui. Quelqu'un
m'a dit en commentaire de la dernière vidéo: «Beaucoup trop superficielle». C'est le sentiment que j'ai aussi. Alors est-ce que c'est juste parce qu'il y a les caméras ou est-ce que c'est sa personnalité juste? Je sais pas, on verra bien. Et donc Lucie lui dit: «Toi, en fait, ce qu'il te faut, c'est plus des critères, c'est un cadre. Un cadre de, voilà ce qu'il faut pour que la relation fonctionne, mais pas une checklist où il faut que tout soit coché pour que ça marche». Donc pour elle va l'aider un peu à assouplir tout ça. Bon, on verra bien. Ensuite, Maxence, il expose sa problématique, donc: «Je suis trop passionné en amour», et Lucie dit: «Oui, je te cerne bien, je te vois tout de suite». Alors que moi, vraiment, je vois pas le truc, quoi. Et donc il explique qu'en fait, en gros, il donne tout au début et puis au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu et du coup là, il est plus là. Il arrive plus à relancer le truc et cetera. Et Clarisse dit: «Ah ouais, mais moi ça me fait ça aussi». Il y a on est là: des problématiques miroirs, tiens, on va essayer de nous forcer un peu des rapprochements entre les 2, ce qui se confirmera, dans la suite de la semaine. Et Lucie dit: «Ben, l'amour, c'est, une gymnastique et une discipline. Il faut continuer, en fait, à faire vivre sa relation. La relation ne vit pas toute seule, il faut l'entretenir, en fait». Et donc j'ai hâte de voir comment elle va l'accompagner un petit peu là-dedans, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître. Déjà, autour de la table ronde, il y en avait beaucoup qui semblaient se reconnaître dans cette problématique, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a Daniel, donc qui ne connaît pas sa problématique, donc il raconte qu'il a aussi passé son enfance, en foyer. Il a eu une longue relation récemment qui s'est finie parce qu'il n'arrivait pas à s'ouvrir. Et donc Lucie lui dit: «Ben, je pense que ta problématique, pour commencer, ça sera peut-être pas la même, tout le long de l'aventure, mais ça pourrait être: "Je n'arrive pas à me connecter à mes émotions"». Et Daniel lui dit: «Ben, en fait si, mais c'est juste que je n'arrive pas à les exprimer». Donc j'aime bien cette problématique de: «Je n'arrive pas à me connecter à mes émotions ou à exprimer mes émotions», parce que je pense encore une fois qu'il y a beaucoup de personnes, notamment beaucoup d'hommes, qui peuvent se reconnaître dedans. Et j'ai hâte de voir comment elle va travailler avec lui là-dessus. Je pense que ça peut être très intéressant. Et on en vient au couple, Maïsan et Emine, qui ont comme problématique, on n'arrive plus à communiquer. Et donc en fait, ils sont dans une situation telle qu'ils veulent pas parler l'un devant l'autre. Donc d'abord, il y a Maïsan à qui on demande de partir. Je trouve ça assez violent quand même. J'étais un peu choquée par le truc de: «Je voudrais parler mais sans Maïsan». Mais bon, bref, Lucie accepte, donc c'est fait, Maïsan part et ensuite elle revient, elle raconte sa version de l'histoire pendant que Emine part. Et en fait, quand j'écoute leur histoire, donc qui est faite de, beaucoup de tromperies de la part de Emine et de du coup, ensuite, une incapacité à passer au-dessus qui s'est traduit par, une jalousie excessive, en fait, et un épiage constant. Il est sous surveillance 24 heures sur 24. On se dit: «OK, la relation là, elle est morte, c'est fini». Pour moi, il y a plus rien qui peut être sorti de cette relation-là. Ils se sont fait beaucoup trop de mal l'un et l'autre, enfin surtout l'un quand même. Et Lucie, je trouve qu'elle semble déjà quand même un peu, un peu perplexe sur l'avenir de cette relation. Pour moi, leur vraie problématique, c'est: on n'arrive pas à faire le deuil de notre relation parce que la relation, elle est plus là et je vois pas de possibilité de continuer. Et dans ce qu'on va voir dans les jours suivants, enfin, on le voit et puis maintenant on le sait aussi. Donc je pense que c'est vraiment juste, on n'arrive pas à faire le deuil de cette relation, à tourner la page de cette relation. Bref, la table ronde se termine. Lucie prend Maëva à part pour lui dire d'envoyer un message, à son ex, de lui dire: «Je te bloque, c'est fini, stop, maintenant je fais tout pour moi». Et Maëva est très triste, c'est difficile pour elle et Lucie lui dit: «Oui, je sais, mais tu dois le faire pour toi». Et donc bon, il y a ce petit moment un peu émouvant et puis ensuite, chacun va se coucher, tout le monde est un peu ému, un peu remué. Arrive le deuxième jour et la suite de l'escale du passé. Et donc dans ce deuxième jour, Lucie va les prendre en 2 groupes séparés, pour, faire, 2 ateliers différents, mais toujours sur, leur passé. Et j'ai bien apprécié ces 2 ateliers-là. Donc il y en a un où ils devaient choisir une photo de leur passé et s'adresser à la photo ou à la personne sur la photo, et l'autre où il s'agissait d'écrire une lettre à quelqu'un de son passé ou à une version de soi passée. Et ils pouvaient choisir de garder la lettre ou de la poster. Et dans les 2 cas, je trouvais ça assez chouette parce que elle leur permet un espace d'expression de choses qu'on n'exprime pas forcément dans la vie de tous les jours. Et donc j'ai trouvé ça, vraiment chouette. Enfin, j'ai bien aimé ces 2 exercices. Alors j'ai trouvé que tout le monde avait assez bien joué le jeu aussi. Donc le premier atelier où il fallait parler aux photos, on a eu, Maëva qui a choisi de parler à son enfant, du passé, Gabriel qui a parlé à son chien. Encore une fois, j'ai du mal à cerner Gabriel aussi. Enfin, il parle à son chien, j'ai trouvé ça un peu mystérieux et j'ai trouvé que lui, pour le coup, il avait exprimé un peu de sentiments, mais enfin, je sais pas, il est là pour une problématique de il est toxique et il parle à son chien. Enfin, j'ai trouvé ça un peu en décalage avec sa problématique, on va dire.
Après, c'est mieux que rien. Mais je me dis, ça va pas suffire, quoi. Ça va pas suffire. Il va falloir peut-être un peu plus, mais l'émission est longue. Maïsan, elle a décidé de parler à son couple au tout début de la relation et c'était assez mignon et en même temps assez triste parce que Maïsan, c'est quelqu'un donc de très intelligente et elle a totalement conscience de la tristesse de leur situation, mais elle n'arrive pas à se résoudre à refermer la porte, à passer à autre chose. Et donc, enfin, encore une fois, je pense vraiment que Lucie, son travail, ça va être de les accompagner tous les deux à refermer le livre, parce que là, il s'agit plus de juste tourner une page, mais vraiment de refermer le livre. Gianmarco qui prend une photo de sa grand-mère et là, il fond en larmes. Et c'est là où je dis, je trouve que c'est pas mal ces exercices parce qu'elle leur laisse un peu d'espace pour exprimer des émotions que on voit que certains n'avaient pas exprimées et gardées un peu à l'intérieur depuis longtemps. Et donc, ça lui fait beaucoup de bien. Enfin, ça lui fait un peu, bon, bah voilà, ça c'est fait. Il a pu parler à sa grand-mère, ça a l'air assez positif. Clarisse aussi, qui parle à la petite fille Clarisse qu'elle était, qui était toute joyeuse et qui n'aurait jamais laissé quelqu'un lui faire du mal. Assez mignon comme atelier, assez chouette, j'ai bien aimé. Par contre, le forcing entre Gianmarco et Mélanie, je peux pas. Lucie qui dit à Gianmarco, comme tu as bien apprécié Mélanie, choisis une de ses photos que tu préfères pour aller lui donner, etc. Oh, c'est trop pour moi, ça, c'est trop. Franchement, je décroche un peu dans ces moments-là. Surtout que je vois gros comme une maison, et ça c'est confirmé par la suite des épisodes que Gianmarco c'est un énorme séducteur et que Mélanie pour le moment c'est la plus jolie de la maison, c'est celle qui lui plaît plus, mais que dès qu'il y en aura une qui lui plaira plus qui arrivera, il aura complètement oublié Mélanie. Donc bon, je trouve ça un peu, enfin Mélanie elle qui est tellement à fleur de peau et fragilisée par le contexte dans lequel elle est, de la pousser un peu dans les bras d'un mec qui va pas forcément lui offrir ce qu'elle est prête à, enfin, ce qu'elle attend, je trouve ça un peu limite. Et elle force aussi un peu entre Gabriel et Maëva en mode vous avez beaucoup de similitudes, nanana, nanana. Bon, ils ont tous les deux de toxiques dans leurs problématiques, donc force pas trop. Et justement, elle le dit un peu comme ça. Elle leur dit attendez un peu avant de vous mettre en couple. Mais bon, c'est gênant quand même, quoi. Bref, du coup, il y a des pseudo-rapprochements entre les deux, mais Maëva, elle a encore son ex dans la tête, ne l'oublions pas. Et Gabriel, je pense qu'il a aussi un peu Lisa Marie dans la tête, puisqu'ils vont être ensemble par la suite et qu'il l'a dit au début que forcément c'était une super belle fille. Ensuite, on a le deuxième groupe qui, lui, va dans le jardin du passé où ils doivent s'écrire une lettre. Donc, on a Émine qui s'écrit à lui-même. C'est très léger, je trouve quand même. C'est assez léger, mais bon, il a fait l'effort, il a fait le truc, pourquoi pas. On a Lisa Marie qui écrit une lettre à son père pour lui dire adieu, donc c'est assez touchant, assez émouvant. Elle prend le truc au sérieux et je pense que c'est un moment important pour elle quand même. Mélanie, elle tourne le truc un peu en dérision pour pas trop affronter quand même ses émotions sur comment faire pour être plus douce avec soi-même, en mode QCM. Et donc, bon, finalement, elle garde le truc en se disant que bon, bah, ça va être un peu le sujet aussi, de se donner autant de douceur à elle qu'elle en donne aux autres, aux personnes qu'elle apprécie autour d'elle. Maxence, il écrit une lettre à lui aussi, je crois. Des conseils où il se dit, en gros, accepte tes différences, qui tu es, c'est ta force et c'est pas une faiblesse. Daniel, il écrit à sa maman. Giovanni écrit une lettre pour Clarisse. Grande surprise, moi qui trouvais qu'il avait été un peu gonflé de réagir avec autant d'ego la veille. Là, je me dis, tiens, bah, la nuit lui a porté conseil. J'ai trouvé ça pas mal, franchement, agréablement surprise. Et je trouve que Giovanni aussi, globalement, au fil des épisodes, il fait trop le bon élève. Mais je pense pas qu'il surjoue le truc, je pense que c'est un peu sa personnalité. Il veut trop faire le truc à fond. Et d'ailleurs, il est à fond en train de conseiller les autres. Il se prend un peu pour l'assistant de Lucie, quoi. De rabibocher les choses entre Maïsan et Emine, de se mêler un peu des trucs qui le regardent pas. L'escale du passé se termine, ils partent ensuite dans un autre lieu où se fera l'escale du présent et où ils retrouvent Marois et ils font une soirée, un peu de rencontre-trouvailles où encore une fois Giovanni lance un jeu de on va dire à qui on plaît, qui nous plaît, etc. blabla. Et donc, bon, c'est un peu. Et donc, on a Giovanni qui aime bien Lisa Marie, mais c'est l'ami de Clarisse et Clarisse c'est son ex. Lisa Marie, elle dit qu'elle aime bien Giovanni parce qu'en fait, elle aime bien Gabriel, mais elle veut pas le dire à Gabriel parce qu'elle veut pas se mettre en couple avec Gabriel parce que Gabriel est toxique. Gabriel, il dit à Maëva qu'elle l'aime bien, Maëva dit à Gabriel parce qu'elle dit ok, mais ça se fera jamais parce qu'on est trop toxiques tous les deux. Bref. Ensuite, on a Maxence et Clarisse, tiens. Elle l'avait déjà un petit peu sous-entendu Lucie, et il l'avait dit un peu que oui, ils ont un peu le même sens de l'humour, la même approche et tout, donc pourquoi pas. Franchement, je serais pas contre voir leurs approches, mais j'ai l'impression ils ont deux dynamiques et deux modes de vie complètement différents. Enfin, Maxence, je le vois plus un peu en mode tranquille, chill, et Clarisse, elle est quand même assez apprêtée, assez fille de la nuit, etc. Donc, je sais pas.
J'attends de voir. J'y crois pas trop, mais je me dis ça peut être intéressant pour le début, comme on sait quand même qu'ils sont fortement encouragés par la production de se rapprocher de quelqu'un, ça semble le plus logique pour commencer. Mais je vois absolument pas un couple éclore entre eux, mais j'ai hâte de voir les interactions qu'ils vont avoir tous les 2. On a donc, Marois qui choisit Gianmarco, Gianmarco qui hésite longuement parce qu'il a bien apprécié Marois, mais qui finalement choisit Mélanie et là Mélanie se dit: «Ah d'accord, OK». J'espère qu'elle a vu, qu'elle a compris du coup le mec, le personnage et elle, elle choisit Gianmarco. Après elle, elle est un peu dans l'humour avec lui aussi, donc je comprends qu'ils la prennent pas à 100 au sérieux. Puis, comme le disait Lucie, en fait, se mettre en couple au début, ça n'a pas forcément de sens quand tu es là pour régler ta problématique. Emin et Maïsan, franchement, j'espère que ça va pas durer trop longtemps leur histoire parce que je trouve que ça plombe quand même globalement le groupe. À la fois, je me dis, il faut que ça se termine vite et en même temps, il faut que ça se termine bien, sinon ils vont se remettre en couple tout de suite après. Et là, pour le moment, moi qui attendais une ambiance de groupe un peu positive, je trouve que ça va. Mais rappelons-le, nous on a eu une semaine de diffusion, eux ils ont fait que 48 heures ensemble pour le moment, même pas. Donc attendons, attendons avant de crier victoire. En tout cas, j'ai hâte des prochains épisodes. Pour le moment, je suis à fond dedans. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. J'ai hâte de voir qui ils vont ramener. J'ai pas hâte de voir la suite de la dispute entre Marois et Gabriel. Pas du tout. Je l'ai un peu occulté volontairement parce que ça ne m'intéresse pas. Je les ai trop vus l'année dernière. Vivement la suite. Et puis surtout, j'ai hâte de voir aussi vos ressentis à vous. Donc surtout, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette première semaine. Qui sont vos coups de cœur pour le moment? Qui est-ce que vous sentez pas du tout? Ce que vous avez pensé, vous, des interprétations de Lucie, de ses interventions cette semaine où elle était assez présente. Voilà, je vous lis avec plaisir à chaque fois et je vous dis à la semaine prochaine.